Les lois de Kepler et leurs applications. Ces lois ont été énoncées au début du XVIIe siècle, entre 1609 et 1618. Elles ont été élaborées dans le cas des planètes en orbite autour du Soleil, mais elles peuvent en réalité être généralisées à tout satellite ou toute planète en orbite autour de n'importe quel astre. La première loi de Kepler s'appelle la loi des orbites. Elle dit que dans le référentiel héliocentrique, la trajectoire d'une planète, supposée ponctuelle, est une ellipse dont le centre du Soleil est l'un des foyers. Une ellipse est une figure particulière. Elle comporte deux foyers. Si la planète parcourt une ellipse, la somme des distances d plus d' reste constante en permanence. Une ellipse peut être plus ou moins aplatie. On parle d'excentricité. La dimension petit a, ici, est appelée demi-grand axe. La dimension petit b est appelée le demi-petit axe. Une ellipse dont l'excentricité est nulle est un cercle. La longueur du petit axe est alors égale à la longueur du grand axe. C'est le rayon du cercle de l'orbite de la planète. La deuxième loi de Kepler s'appelle la loi des aires. Elle dit que le segment de droite qui relie le Soleil à la planète balaye des surfaces égales pendant des durées égales. Ainsi, les surfaces bleues, ici, sont toutes égales entre elles et égales aux surfaces jaunes parce que les durées considérées sont toutes égales entre elles. Ici, on a T1, puis 2T1, puis 3T1. Donc, entre T1 et 2T1, la surface balayée par ce segment est égale à la surface balayée par le segment entre 2T1 et 3T1. Quand l'orbite de la planète est très excentrique, la conséquence de cette deuxième loi est que la planète parcourt sa trajectoire beaucoup plus lentement quand elle est éloignée du Soleil que lorsqu'elle en est proche. En effet, pendant la même durée, la longueur parcourue sur le trajet est beaucoup plus grande dans cette partie que dans celle-ci. La troisième loi de Kepler donne une relation entre la période de révolution des planètes sur leur orbite, grand T, et la longueur du demi-grand axe de ces orbites, petit a. La relation est la suivante. Pour chaque planète, T au carré divisé par A au cube est égal à une constante. Cette constante est la même pour toutes les planètes d'un même système. Ainsi, le T au carré sur le A au cube de Mercure est égal au T au carré sur le A au cube de Vénus, qui est égal au T au carré sur le A au cube de la Terre, et ainsi de suite. La constante commune du système dépend de la masse de l'astre qui attire. Application à l'étude des mouvements des satellites et des planètes. Voici un satellite de la Terre dont la trajectoire est supposée circulaire. Comme dans les études précédentes, on définit le système étudié, le satellite S, et le référentiel choisi, qui sera ici le référentiel géocentrique, supposé galiléen. Si on veut procéder à l'étude comme précédemment, on se heurte à un problème. La force à laquelle est soumise le satellite, qui est la force de gravitation exercée par la Terre sur ce satellite, est dirigée vers le centre de la Terre. Ainsi, si le satellite change de position sur son orbite, la force change de direction. L'application de la deuxième loi de Newton conduirait à un vecteur accélération qui ne serait pas constant. Ainsi, on ne saurait pas obtenir la vitesse à partir de cette accélération non constante. Mais la deuxième loi de Kepler permet d'avoir des informations sur le mouvement de ce satellite ou de cette planète à trajectoire circulaire. On se souvient que, pendant des durées égales,
les surfaces balayées par une planète ou un satellite tournant autour d'un astre sont égales. Dans le cas de la trajectoire circulaire, ces surfaces définissent des secteurs angulaires tous égaux, et ainsi des trajets sur l'orbite circulaire tous égaux également. Si pendant des durées égales, les distances parcourues sont égales, on peut dire que la vitesse est constante. Donc, un satellite ou une planète à trajectoire circulaire aura obligatoirement un mouvement uniforme. Le mouvement sera circulaire uniforme. Un autre moyen d'étudier les caractéristiques de ce mouvement consiste à utiliser les propriétés du vecteur accélération dans le repère mobile dit de Fresnel, ce repère centré sur le satellite et ayant pour vecteur unitaire le vecteur n normal à la trajectoire ou perpendiculaire à la trajectoire et le vecteur t tangentiel à la trajectoire ou tangent à la trajectoire. La seule force exercée sur le satellite est la force d'attraction gravitationnelle que la Terre exerce sur lui. Cette force a pour expression G, constante universelle de gravitation, multipliée par la masse du satellite, petit m, multipliée par la masse de la Terre, grand MT, divisée par le rayon au carré de la trajectoire, et cette force est portée par le vecteur normal. La deuxième loi de Newton nous dit que la somme des forces exercées sur le satellite doit être égale à la masse du satellite multipliée par son vecteur accélération. Ainsi, le vecteur accélération sera égal à F divisé par masse du satellite, donc G fois la masse de la Terre divisé par le rayon de la Terre au carré, et sera porté par le vecteur normal à la trajectoire. Lorsque nous avons étudié les caractéristiques des mouvements dans le chapitre 5, nous avons vu que le vecteur accélération pouvait s'écrire A égale AT plus AN. AT était appelée l'accélération tangentielle. C'était l'accélération selon le vecteur t. AN était l'accélération dite normale portée par le vecteur n. Nous avons vu dans le chapitre 5 les caractéristiques de ces deux vecteurs accélération. AT est égal à d de v sur dt vecteur t. Cela signifie que c'est sa valeur et la dérivée de la valeur de la vitesse par rapport au temps et que cette accélération est portée par le vecteur tangentiel. L'accélération normale, AN, a pour valeur v au carré sur r, valeur de la vitesse divisée par le rayon de la trajectoire, et est portée par le vecteur n. On peut déduire de ces caractéristiques les propriétés suivantes. Puisque l'accélération du satellite est portée par le vecteur n, on peut dire que l'accélération tangentielle est nulle. Ainsi, la dérivée de la valeur de la vitesse par rapport au temps, d de v sur dt, est nulle. Cela signifie que le mouvement est uniforme, c'est ce que l'on avait vu avec la deuxième loi de Kepler. Par ailleurs, puisque l'accélération du satellite peut être assimilée à l'accélération normale, on peut en déduire que g m de t divisé par r au carré est égal à v carré sur r. C'est la relation qui est écrite ici. De cette relation, on peut déduire l'expression de la vitesse. Il suffit de faire passer le rayon de la trajectoire de ce membre-ci à ce membre-là, ce qui simplifie le carré, et de prendre la racine carrée de l'ensemble. On obtient donc v, la valeur de la vitesse du satellite sur son orbite, égale à racine carrée de g, constante universelle de gravitation, multipliée par la masse de la Terre, divisé par le rayon de son orbite. De même, on peut déduire l'expression de la période de révolution. La période de révolution, c'est la durée d'un tour, c'est donc le périmètre de la trajectoire, 2π fois r, divisé par la vitesse de parcours de cette trajectoire.
2πr divisé par v, c'est donc 2πr divisé par l'expression qui est ici. En simplifiant, on obtient 2π fois racine de r au cube divisé par grand G, divisé également par la masse de la Terre. Ce que nous venons de voir constitue des points importants du programme. En effet, il est écrit que vous devez savoir démontrer que dans l'approximation des trajectoires circulaires, le mouvement d'un satellite ou d'une planète est uniforme. C'est ce que nous venons de démontrer par deux méthodes, la deuxième loi de Kepler et l'utilisation du repère de Freinet pour exprimer l'accélération. Vous devez également savoir établir l'expression de la vitesse du satellite ou de la planète, ainsi que de sa période. Nous ferons très prochainement des exercices d'entraînement à ce sujet.